Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller en ce lundi 30 mars 2026. Tout d'abord, je vais rappeler que nous tenons notre banquet du vendredi malsain, vendredi prochain, 3 avril, et que les réservations sont closes, entre guillemets, puisque nous avions fixé la date du 28 mars pour les indiquer à ceux qui sont intéressés, mais on admettra quand même parmi nous ceux qui se déclaraient encore dans la journée. On n'ira pas beaucoup au-delà parce qu'il y a quand même des préparations à prévoir. Donc, je le rappelle, banquet républicain du vendredi malsain 3 avril 2026 à partir de 20h à la maison de quartier Saint-Georges à Périgueux. 1 bis rue Route Saint-Georges à Périgueux, contre tous les interdits des religions et de l'État, pour l'abrogation de la loi Debré du financement public des écoles privées et de la loi confortant le respect des principes de la République selon son appellation officielle et qui est en réalité l'obligation de se soumettre à la pensée d'État. Laïcs, penseurs libres, militants pour la liberté, venez faire bombance sans crainte de punition divine. Venez débattre avec nous de ces objectifs en toute égalité et fraternité. Prise de parole et chant pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura la librairie du groupe Fred Zeller qui sera proposée donc à tous ceux qui seraient intéressés par les ouvrages extrêmement variés dont nous disposons dans cette librairie. Voilà. Je rappelle que si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire en passant un message à groupe-fred-zeller @lpdordogne.fr ou en appelant le 07 43 31 74 27. Je répète, 07 43 31 74 27. Voilà, et la participation demandée est de 20 € par personne pour le repas complet avec apéro, vin et café compris, et que ça peut être réglé par chèque à l'ordre de la Libre Pensée Dordogne, groupe Fred Zeller, ou bien à demander par mail un IBAN de façon à ce que vous puissiez régler par virement. Voilà, j'en viens maintenant à un bref compte-rendu de la journée de la Terre qui s'est tenue donc samedi dernier et pour laquelle nous avions organisé avec d'autres associations et organisations un rassemblement et une manifestation dans les rues de Périgueux. Voilà, je rappelle que cette journée de la Terre pour la défense du droit des peuples palestiniens sur la base du droit international vous proposait une mobilisation sur les mots d'ordre: autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acteur de son propre destin et droit au retour des réfugiés palestiniens, fin d'occupation de la colonisation de l'apartheid, sanctions contre Israël, cessez-le-feu définitif et fin du génocide, et qu'au plan national, ce sont plus de 90 organisations qui avait signé cet appel. Et je vous propose de vous lire le discours qui a été prononcé dans le parcours de cette manifestation par la présidente du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, Chantal Le Souple. Voilà ce qu'elle dit. Citoyens et citoyennes, la Libre Pensée vous salue. L'impitoyable guerre commerciale que se livrent les impérialistes sur toute la planète pour accaparer matières premières et énergétiques, terres rares et détroits maritimes se transforme jour après jour en bombardements, destruction, massacre de populations. La guerre au Moyen-Orient montre l'imposture de nommer plan de paix l'évolution de la situation en Palestine. Non seulement le génocide du peuple palestinien continue sous les attaques de l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, mais encore le nettoyage, comme ils disent, s'étend maintenant au Liban, détruit les infrastructures, les logements et pour les populations, c'est massacre ou déportation massive. Quant au régime iranien ou des autres pays arabes, Trump ne rêve que de régimes inféodés à l'intérêt des trusses américains qui ne peuvent donc être que des dictateurs pour leur propre peuple. Les grands médias nationaux ont beau occulter tout cela avec le prix du pétrole et se taire depuis octobre sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, il se déroule sous nos yeux, sur nos écrans, la prolongation du génocide palestinien. Le gouvernement Macron, soi-disant pour défendre nos intérêts, comme la plupart de ses homologues européens, continue d'obéir à ses maîtres,
Trump et Netanyahou dans leur entreprise d'oppression guerrière de tous les peuples qui nuisent à leur visée expansionniste. Bases militaires terrestres et forces maritimes françaises s'apprêtent au Moyen-Orient, tandis qu'en France même, la course aux armements s'intensifie avec un projet de porte-avions gigantesque. Et dans tout ce processus, c'est la vie et l'avenir de la jeunesse qui se jouent. À Gaza, l'armée israélienne tue et affame des enfants, froidement, systématiquement. Trump a bombardé une école de filles en Iran et détruit les infrastructures iraniennes et prépare la misère, obscurcit encore plus l'avenir de la jeunesse. Chez nous, on formate les enfants pour la guerre dans les classes défense et ailleurs. Hier, les généraux fusillaient pour l'exemple de jeunes poilus sur le front de 14-18 pour obliger leurs camarades à obéir aveuglément, et aujourd'hui, un général nous avertit qu'il nous faudrait sacrifier nos enfants. La vie des peuples et des enfants n'est rien pour les trusses industrielles, qu'une source de profit et de chair à canon. Ne détournons pas les yeux sur ce qui se passe au Moyen-Orient, car la guerre s'apprête aussi chez nous et l'ennemi est dans notre propre pays. Alors levons-nous contre notre propre gouvernement pour exiger non à la guerre, non aux attaques criminelles de Trump et de Netanyahou, non au commerce et contrats avec Israël, sanctions contre Israël, stop au génocide du peuple palestinien, stop au pillage et à la colonisation, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avenir et vie pour la jeunesse de tous les pays, stop au génocide, justice pour la Palestine. Voilà, ça me semblait important de rappeler ce discours donc prononcé dans la manifestation de samedi matin à Périgueux par Chantal Lessou, présidente du groupe Fred Zeller. Et cela au moment où se discute une proposition de loi pour ajouter un cours de défense nationale dans les établissements scolaires, en plus des classes défense. Donc ça ne s'arrête jamais et bientôt on va en revenir peut-être bien aux fameux bataillons scolaires fin 19e, début 20e, sur lesquels j'avais fait une émission, une chronique il y a déjà quelques mois. J'en viens maintenant à un document, un livre, écrit par notre camarade Dominique Gousseau, qui est titré « L'école, en finir avec le dualisme scolaire ». C'est un ouvrage que bien évidemment nous vous proposerons. Je vous propose de vous en lire la préface qui présente à mon avis extrêmement bien ce livre et tout l'intérêt qu'il peut avoir pour tous ceux qui sont attachés à en finir avec ce système de financement public de l'école privée. L'école pour en finir avec le dualisme scolaire. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'auteur fait cela de manière remarquable concernant la question de l'école et de son devenir. Nous avions indiqué dans une résolution d'un congrès national de la libre pensée que, de plus en plus, c'est la question même de la survie de l'école publique laïque qui allait être sur le devant de la scène du combat laïque, tant la politique réactionnaire des différents gouvernements de la Ve République menaçait son existence même. Et ce, dans une politique réactionnaire de double ciseau. D'un côté, on fait financer par l'école publique laïque sa concurrente directe, l'école privée catholique, en prenant sur son budget, car évidemment, on ne va pas rogner sur les budgets de la répression grandissante, police et gendarmerie, sinon les gouvernements Macron ne pourraient y tenir. La politique honteuse de soutien du Parti socialiste, des républicains et de l'extrême droite ne saurait se suffire à elle-même pour cela, ni sur celui de l'armée, ni sur le budget de l'armée. Pour préparer la guerre, les lobbies militaro-industriels en seraient fort mécontents. On voit bien là toute l'hypocrisie des principes de l'Union européenne sur la concurrence loyale et non faussée. Car qu'y a-t-il de plus déloyal et de plus faussé que de faire financer l'école privée par sa concurrente directe, Microsoft, de Steve Ballmer et Bill Gates, et bien d'autres dans la high-tech et électronique, ont été condamnés plusieurs fois pour avoir soutenu financièrement artificiellement leurs concurrents, pour avoir l'air de maintenir une concurrence totalement déloyale et absolument faussée, cela pour ne pas être accusés et condamnés pour avoir créé un monopole de fait. D'un autre côté, la Ve République n'a cessé de mettre en œuvre des lois de destruction de l'enseignement public pour en finir avec un principe, l'instruction publique qui libère les opprimés et les exploités. Comme le proclamait Adolphe Thiers, le futur boucher de la Commune de Paris, au moment de la loi Fallou, l'instruction est un début d'aisance et l'aisance n'est pas due à tout le monde. Je répète cette déclaration d'Adolphe Thiers au moment de la loi Fallou. L'instruction est un début d'aisance et l'aisance n'est pas due à tout le monde. Chaque ministre de l'Éducation nationale de la Ve République, de gauche comme de droite, ont porté la hache contre l'enseignement public. Pour en savoir plus, je vous invite à lire un autre ouvrage de Dominique Gousseau,
Victor Hugo contre Fallou, qui est un ouvrage en vente à la librairie de La Libre Pensée, et également le numéro 10 de notre collection Arguments à propos de l'enseignement catholique en France. Et ce numéro d'arguments est d'ailleurs téléchargeable gratuitement sur Calaméo. Le lien sera mis donc bien évidemment sur le site du groupe Fred Zeller rendant compte de cette chronique, et vous le retrouverez également sur le site de la Libre Pensée, de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Les nombreuses annexes de ce nouveau livre de Dominique Gousseau éclairent réellement le propos et montrent toutes les différences entre les lois laïques qui bâtissent littéralement l'école publique et les lois anti-laïques qui en sont la négation pure et simple et qu'il faut abroger, à commencer par leur loi mère, la loi Debré du 31 décembre 1959, loi fondatrice de la Ve République anti-laïque. De quel dualisme scolaire parlons-nous ? Comme l'auteur le montre très bien, la libre pensée n'est pas pour le monopole de l'enseignement, qu'il soit laïque ou clérical. Nous sommes pour la liberté de l'enseignement dans le sens qu'en donnait Victor Hugo dans son célèbre discours contre la loi Fallou, l'État chez lui, l'Église chez elle. Dans le cadre du combat pour abroger la loi Debré, la libre pensée a élaboré un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé en 6 ans et 3 propositions de loi. Ce plan de sortie s'inscrit totalement dans la réflexion commune engagée par le collectif pour la défense de l'école publique constitué à l'initiative de la FSU. Il ne s'agit nullement d'une nationalisation de l'enseignement privé, ce qui constituerait une spoliation nécessitant une indemnisation, comme dans toute nationalisation. Non pas que le terme de nationalisation laïque nous procurerait un quelconque effroi en soi, mais ce serait contraire à nos principes sur la liberté de l'enseignement pour stimuler l'enseignement public dans le cadre des analyses et projets de Condorcet et de tant d'autres penseurs de l'instruction publique au service de tous les enfants de la République. De plus, il y aura toujours une part de l'ensemble des parents qui, pour des raisons idéologiques et ou religieuses, refuseront la scolarisation dans le public. Il s'agit simplement d'une rupture unilatérale par l'État des contrats passés avec l'enseignement privé à 95% catholique, ce qui ne justifie aucune indemnisation, comme le montre excellemment Dominique Gousseau. Cela déplaît fortement aux pseudo-laïcs. Mais vrais laïcs qui prétendent que l'abrogation de la loi Debré devrait passer d'abord par sa bonne application. Il y a des torturés du bulbe rachidien qu'il est parfois difficile à suivre. Outre qu'il paraît contradictoire de réclamer la stricte application des lois anti-laïques en même temps que leur abrogation, cette stratégie des petits pas aurait pour effet de maintenir globalement, pendant une période indéfinie, le financement public des établissements catholiques et son effet fortement inégalitaire. Par conséquent, leur abolition ne peut être que le point de départ d'un retour au principe républicain selon lequel l'impôt consenti par les citoyens au travers de leurs représentants doit aller aux seuls établissements d'enseignement public. Toutefois, s'en tenir là entraînerait une situation de grand désordre au détriment des 2 millions d'élèves et des 140 000 professeurs concernés de l'enseignement catholique. Fin de citation. Le dualisme scolaire dont nous demandons la fin, c'est celui qui veut faire croire qu'il y aurait 2 écoles de la République, la publique et la privée. S'il y a plusieurs écoles dans la République, il ne devrait y avoir qu'une seule école de la République, celle dont le serment de Vincennes en 1960 exigeait que l'effort de la nation lui soit entièrement consacré. L'abrogation de la loi Debré n'est pas la solution définitive et irrémédiable des problèmes auxquels est confrontée l'école publique, mais elle en constitue indéniablement le premier pas réel, pour paraphraser une célèbre expression de Ferdinand Buisson à propos de la séparation des églises et de l'État en 1905 et de l'émancipation humaine intégrale. Abroger la loi Debré et les lois anti-laïques, c'est reconstruire le mouvement laïque. Notre plan de sortie du financement public de l'enseignement privé est prévu pour 6 ans. Celui qui instituait l'enseignement laïque à partir des années 1880 l'était en 5 ans. Car il est parfois plus difficile et long de reconstruire ce qui a été détruit que de bâtir à neuf. Mais l'esprit qui le sous-tend est totalement le même. Vous ne pouvez pas, en un claquement de doigts, faire glisser les 2 millions d'élèves du privé dans le public. Vous ne pouvez pas, en un claquement de doigts, faire glisser 140 000 enseignants du privé dans l'enseignement public. Il faut des locaux, il faut des moyens,
comme il fallait en bâtir à partir des années 1880. Et le modèle que nous avons proposé, c'est le modèle qu'a fait la Troisième République quand elle a décidé la laïcisation de l'école, puis la laïcisation de l'État. Il fallait un plan de transition pour passer de la situation religieuse, entre guillemets, à la situation de la pleine laïcité. Mais cela a été possible sous la Troisième République parce qu'il y avait une volonté clairement affichée d'en finir avec le cléricalisme d'État, d'en finir avec le concordat et de construire la séparation des églises et de l'État. Et nous l'avons donc dit, dans le cadre de ce collectif et dans le cadre de ce plan. Le premier acte pour appliquer la sortie du financement public, c'est d'abroger la loi Debré, pour que ce soit irréversible. Et nous sommes en train d'œuvrer à cela, et c'est une conscience qui est en train de se faire. Le mouvement laïque s'est arrêté dans les années 1970 parce qu'il a cessé de réclamer l'abrogation de la loi Debré. Et on a eu alors droit à toute une série de falaises. Et le mouvement laïque s'est disloqué à partir de ce moment-là et n'a plus eu aucune réalité dans la vie sur ce combat-là. Aujourd'hui, nous vivons un moment important. Nous reprenons le combat là où il s'est arrêté dans les années 1960, c'est-à-dire sur l'abrogation de la loi Debré. C'est très significatif. Le mouvement laïque est en train de se reconstituer sur ce mot d'ordre fondamental de l'abrogation de la loi Debré. L'erreur qui a été commise en 1960, et on ne peut le savoir que rétrospectivement, c'est d'avoir pensé que la laïcité était une affaire d'école et d'enseignants. Et on a chargé le syndicalisme enseignant de mener le combat de la laïcité. Or, la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État qui garantit la liberté de conscience pour tous, ce n'est pas seulement un problème scolaire. C'en est un, mais ce n'est pas seulement un problème scolaire. Ce n'est pas seulement un problème enseignant, c'est un problème qui concerne toute la société. En ce qui concerne tout le monde. Et si cela concerne tout le monde, cela concerne en premier lieu la classe ouvrière et ses organisations. Et il est clair qu'on ne peut pas, et c'est l'erreur qui a été commise en 1960, défendre la laïcité et la séparation des églises et de l'État et la liberté de conscience sans la présence des confédérations ouvrières syndicales, et qu'on ne peut pas déléguer ce combat à un secteur particulier du mouvement syndical qui serait celui des enseignants. Cela a conduit, au fur et à mesure du temps, et surtout avec les compromissions politiques inhérentes à ce genre de choses, à l'abandon du combat pour l'abrogation de la loi Debré. Et on nous a, pendant toute cette période, inventé des théories sur la laïcité ouverte, sur la laïcité plurielle, sur la laïcité de l'an 2000, comme quoi la laïcité ne serait pas la séparation du religieux et du temporel, mais serait l'addition de toutes les religions dans le temporel. Cela a amené cette dérive, et de fait, en réalité, le combat pour l'abrogation de la loi Debré a été abandonné depuis des décennies. Nous vivons un moment historique. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique, un moment très important. Un moment politique, là aussi au sens noble du terme. C'est qu'une conscience est en train de s'exprimer et en train de renaître. Et cette conscience, elle s'exprime pleinement aujourd'hui. Il faut en finir avec le scandale du financement public de l'enseignement privé. Il faut en finir avec le fait que chaque année, 12 milliards de fonds publics soient versés à l'enseignement privé qui est à 95% catholique. Nous sommes dans un pays régi par la séparation des églises et de l'État. Et pourtant, le financement public de l'Église catholique est supérieur, de loin s'en faut, à celui des pays concordataires où ils sont financés sur les fonds publics officiellement par les statuts concordataires. L'Église de France touche, en France, 2 fois plus que ce que touchent les églises officielles en Allemagne, alors qu'il y a là-bas un impôt d'église. C'est un scandale sans précédent. Dominique Gousseau écrit ainsi. En Allemagne, terre concordataire depuis 1933, les écoles privées, qui sont partiellement financées par l'impôt, accueillent environ 9% des élèves, soit proportionnellement presque 2 fois moins qu'en France. L'auteur, Dominique Gousseau, montre aussi que l'État et les collectivités publiques agissent en payeurs aveugles pour les écoles privées, souvent en marge même de la législation anti-laïque, sans aucun contrôle sur le fonctionnement, les enseignements dispensés, les obligations religieuses imposées et les violences qui s'y perpétuent, et tout cela au nom du respect du caractère propre qui ne l'est guère dans ces établissements. La conscience qui est en train d'émerger en France, c'est qu'il faut en finir avec ce financement public de l'enseignement privé. Lors de la journée de mobilisation laïque du 6 décembre à Paris,
Nous avons vu une conscience collective qui était en train d'émerger. Cela ne peut plus durer. Il faut avancer vers cette abrogation. Les deux objectifs que nous nous fixons, comme libre pensée, dans ce mouvement de reconstitution de mouvement laïque, c'est l'abrogation de la loi de Bré et l'abrogation de la loi séparatisme. C'est pour cela que, dans le mouvement qui suit le meeting de Paris et le meeting de Lyon, la libre pensée a proposé à l'ensemble du mouvement laïque de réfléchir à une autre forme d'organisation pour mener ce combat. L'abandon du combat contre la loi de Bré a entraîné la dénaturation de certaines associations laïques et la déstructuration du mouvement laïque. Il faut aujourd'hui envisager de reconstruire le mouvement laïque sur un nouvel axe. Et c'est pour cela que la libre pensée a fait une proposition et va continuer à la faire pour discuter et discuter encore avec toutes les organisations. Il faut que se constitue en France, parce que cela a un sens et que les mots ont un sens, une confédération laïque pour la défense de la liberté de conscience et de la laïcité. Bien entendu, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Nous n'avons pas le fétichisme des mots, mais si nous voulons mener ce combat, il faut un instrument, un outil pour le gagner. Cet instrument que nous proposons, c'est la constitution d'une confédération laïque qui regroupe toutes celles et tous ceux qui veulent agir vraiment et où chacun sera à égalité. Donc l'ouvrage de Dominique Gousseau aborde aussi la manière dont les différentes religions abordent la question de l'école. Par exemple, le protestantisme poursuit le judaïsme qui est centré sur le livre et sa lecture. Citation. Par une loi du 28 septembre 1791, la Révolution française accorde la pleine citoyenneté aux Juifs dont la situation se trouve ainsi profondément modifiée. Si elle demeure indispensable à la pratique d'un culte dans lequel l'écriture tient une place essentielle, l'instruction apparaît très vite également comme un instrument d'intégration dans la société française. Dans les sociétés où les religions abrahamiques fondées sur le livre dominent, la situation est plus contrastée. La place accordée à l'instruction y est proportionnelle à l'importance donnée à la fréquentation intime des écritures requises pour des fidèles. Dans ce panorama, le catholicisme est, à certains égards, la religion orthodoxe, qui se complaise dans l'adoration des idoles et l'organisation des pompes ecclésiastiques, constituent les cultes pour lesquels l'instruction reste secondaire, même si la réforme a contraint le premier à s'adapter, voire à se préoccuper de la formation des enfants des couches sociales dominantes. Depuis lors, les protestants ont massivement envoyé leurs enfants dans l'enseignement public. À ce jour, on ne compte que 5 établissements privés sous contrat de conviction réformés, 2 écoles primaires, un établissement secondaire et 2 groupes scolaires offrant un cursus complet jusqu'en terminale. Le nombre d'établissements hors contrat est nettement plus élevé, 31. C'est très peu au regard du nombre de protestants. Le sociologue Sébastien Fatz évaluait celui-ci à un peu plus de 2 millions, dont 1,1 million d'évangéliques, 0,6 million de calvinistes et luthériens et près de 0,4 million de fidèles d'autres obédiences. Au vu de ces informations, la proportion d'enfants de familles protestantes scolarisés dans l'enseignement privé serait de l'ordre de moins de 4%. L'ouvrage de Dominique Gousseau présente aussi des annexes éclairantes qu'il faut lire attentivement, en plus de son élément fondamental. La présentation détaillée et convaincante du plan de sortie de la libre pensée. C'est imparable, et cela montre que l'abrogation de la loi de Bré n'est plus un slogan d'agite-propre au moment des périodes électorales ou autres, mais qu'elle s'incarne véritablement comme une réalité saisissable partout et par tous les laïcs. On passe ainsi de l'esprit à la matière. Pour la première fois depuis très longtemps, l'abrogation des lois anti-laïques est à portée de main. Il suffit de vouloir s'en saisir. On peut et on doit le faire. Inc. et Nunc. On voit ainsi, dans les annexes, comment la laïcité de la loi Fallou, où elle est prohibée aux lois laïques par notamment l'abrogation de l'instruction morale et religieuse, remplacée par l'instruction morale et civique. La liberté de prodiguer l'instruction à domicile est en 1880 très contrôlée et vérifiée. Ce n'est pas un permis d'ignorance délivré aux cléricaux ou pour permettre de faire travailler les enfants dans les champs et les usines pour les exploiter, mais malheureusement cette liberté est liquidée par la loi séparatisme au nom de la lutte contre l'islamisme. On voit aussi, et cela intéressera les syndicalistes et pas seulement enseignants,
Comment on passe d'une autorisation de pratiquer le travail d'enseignant par une simple lettre d'une obédience d'une congrégation religieuse à de véritables diplômes délivrés, contrôlés et certifiés par l'État à travers le monopole de la collation des grades par l'université. La reconnaissance d'un véritable savoir qui a été gravement remise en cause par les accords Jack Lang Couplet, de Monseigneur Couplet, et l'accord Vatican-Kouchner, où ce dernier est passé de « passe-moi le riz » à « passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné » au bénéfice de l'Église catholique. Les cléricaux ont toutes les couleurs, ce sont les caméléons de la forfaiture. En conclusion, ce nouvel ouvrage de Dominique Gousseau est véritablement à la fois une somme laïque de connaissances et d'analyse et un outil réel et efficace pour le combat laïque aujourd'hui en France. Encore une fois, l'esprit a rejoint la matière pour notre plus grand intérêt. Et donc cette préface du livre de Dominique Gousseau est signée du secrétaire général de la Libre Pensée, Christian Echen. Et je rappelle donc le titre du livre de Dominique Gousseau, « L'école en finir avec le dualisme scolaire », publié aux éditions de la Libre Pensée. Et il me reste quelques minutes, très peu, pour indiquer par des extraits de la table des matières ce que vous pourriez trouver dans ce livre. Une première partie, École et religion monothéiste, des relations contrastées. La lecture et la question, judaïsme, islam et protestantisme. Le christianisme romain, lecture cachée et culte des images. Le façonnage des esprits et des corps. Et dans une deuxième partie, École et régime politique en France entre soumission et liberté 1792-1958. Pour une école du peuple, un projet émancipateur. L'Église romaine dans l'école publique, les temps de conservatisme et de réaction. La République, mère de l'école publique, 1882 et 1945. Et dans une troisième partie, la Ve République et l'école, la déglingue et le goupillon. L'enchaînement des lois anti-laïques, un coût élevé pour nourrir de fortes inégalités sociales et scolaires et d'intolérables déséquilibres géographiques. Sortir du financement public de l'enseignement privé sous contrat. Et bien évidemment, nous apporterons toutes les indications sur comment vous pourriez vous procurer cet ouvrage, donc qui va être publié par les éditions de la Libre Pensée, donc cet ouvrage de Dominique Gousseau. Voilà, donc j'en arrive au terme de cette chronique, donc pour ce lundi 30 mars 2026. Je vous donne rendez-vous, alors éventuellement lundi prochain sous forme d'un enregistrement, mais c'est pas certain, lundi prochain étant donc un jour férié, et à coup sûr, là, nous nous retrouverons en direct, nous serons alors le 13 avril, je crois bien. Bonne semaine à tous. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive